Fermeture de plusieurs succursales de Desjardins à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, un véritable coup dur pour la population locale. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au bulletin de la Pige en direct. Les caisses Desjardins des municipalités de Saint-Ambroise, Saint-Honoré et Saint-David de Falardeau vont fermer leurs portes à côté du 5 mars. Les citoyens vont devoir se déplacer à Chicoutimi-Nord s'ils souhaitent obtenir les services de la Caisse populaire. Xavier Roy, qu'est-ce qui explique que Desjardins ferme 3 de ses caisses si subitement? Desjardins a expliqué que c'est vraiment la baisse d'achalandage qui a mené à cette décision. Ils ont recensé une baisse de 40 de l'utilisation de ces caisses automatiques et moins de 5 des transactions totales avaient été faites au comptoir ou en guichet automatique. Desjardins décrit donc une non-utilisation de ces services et le président du conseil d'arrondissement de la Caisse de Desjardins pour la Rive-Nord du Saguenay, Serge Lavoie, il dit que c'est environ 60 personnes qui seront directement touchées et vont devoir trouver une autre solution. Les employés seront pour leur part relocalisés et aucune perte d'emploi. Xavier, et que pense la population de ces fermetures? Bien évidemment, la population a été très déçue de perdre leur commerce de proximité. Pour plusieurs d'entre eux, ils se rendent régulièrement à Desjardins pour des actions parfois banales, mais vont devoir se déplacer plus loin s'ils souhaitent faire ces mêmes actions. On peut écouter certains citoyens de Saint-Ambroise se prononcer au sujet. C'est certain que pour Saint-Ambroise, c'est une perte majeure. C'est sûr qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter à tous les changements qu'il y a au niveau de l'Internet, tout ça. Donc, au moins garder un guichet automatique, je pense que ce serait un gros minimum. J'ai des prêts à caisse. Tu penses que je vais faire demain matin? Je vais me terminer pour aller ailleurs. On comprend donc que ce sont majoritairement les personnes âgées qui vont être touchées par cette décision puisqu'ils sont moins habitués au virage numérique de Desjardins. Et pour le directeur général de la Fédération de l'âge d'or du Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Patrice Saint-Pierre, la décision de Desjardins s'explique facilement. Il souhaite faire un virage au numérique et on peut justement l'écouter à ce sujet. Mais il faut comprendre qu'on est dans un contexte où l'ensemble des institutions financières ont des modèles d'affaires où de moins en moins on va vers l'utilisation des guichets automatiques. Ça correspond aussi à des mouvements de société. On sait qu'on s'en va de plus en plus vers une monnaie virtuelle, une monnaie plastique. Donc, à cet égard-là, les habitudes de consommation font en sorte que, comme les églises, il y avait moins de fidèles, il y a moins de fidèles pour les guichets automatiques aussi. Donc, c'est pas très surprenant. Merci, Xavier. Merci. La décision est prise. L'entreposage des résidus de bauxite de la raffinerie d'alumine de Rio Tinto se fera finalement sur l'ancien site de La Terrière. Mais pourquoi avoir changé d'avis? Colline Lafargue nous explique. Colline, comment la décision a-t-elle été prise? Eh bien, les caractéristiques techniques et géotechniques du site du boisé panoramique ne correspondaient pas à ce que Rio Tinto avait estimé au départ. C'est ce qui est ressorti de la séance publique hier, mais ce qui a penché dans la balance, c'est vraiment l'effet long terme qu'apportait le site de La Terrière. Vraiment, le changement de lieu, c'est vraiment les perspectives long terme que offre le site de La Terrière versus le boisé panoramique. C'est vraiment basé sur le long terme. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que la raffinerie d'alumine de Vaudreuil a toujours été une entité qui avait un épée de Damoclès sur la tête, des possibilités de fermeture ou pas. Mais maintenant que Rio Tinto a pris vraiment l'envergure, c'est une entité stratégique pour la région, puis on se tourne vers le long terme. Puis le long terme, ça rime un peu plus avec La Terrière. Colline, comment ont réagi les citoyens proches du boisé panoramique de Chicoutimi? Eh bien, cette décision, c'est un grand soulagement pour eux, mais aussi pour le comité des citoyens pour un Vaudreuil durable, car le comité a fortement œuvré pour ce changement de site. Content de la nouvelle, mais nous sommes avant tout soulagés parce que le projet de Rio Tinto dans le boisé panoramique avait des impacts majeurs. Au niveau de la santé et au niveau de la sécurité. Alors, ces impacts dont parle le membre du comité, eh bien, ça se passe au niveau de la santé. En fait, il était prévu d'abattre plus de 50 000 arbres, ce qui aurait donc un impact direct sur la santé, car en fait, le boisé sert de zone tampon aux polluants des grandes cheminées de l'usine d'Arvida, tandis qu'à La Terrière, eh bien, la plus proche maison se trouve à 1,7 km du site. Et puis, M. Bouchard précise que Rio Tinto
communique beaucoup et en avance avec les citoyens concernant leurs préoccupations pour le futur. Et le comité se dit aussi très content de l'attention que leur porte l'usine. Colline, des dates se sont précisées quant à la réouverture du site? Eh bien, pour le moment, il n'y a pas de date précise, mais 2031 est un impératif. C'est même un échéancier relativement serré, selon Robin Bouchard. Et puis, dès cet été, ils vont déjà ouvrir des carrières sur le site directement pour éviter le transport des camions sur les routes. Merci, Colline. Merci. Le premier ministre du Québec est à Saint-Honoré ce mercredi pour annoncer un développement majeur pour l'industrie énergétique. Le gouvernement Legault devrait officialiser un investissement de plusieurs milliards de dollars en partenariat avec des communautés autochtones et Hydro-Québec. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean serait la première de plusieurs à accueillir un parc éolien de cette ampleur. L'investissement s'inscrirait dans le plan d'action 2035 visant à réduire la production de gaz à effet de serre. On s'en va à la pause. Le ministre de la Justice et récemment ministre des Relations canadiennes, Simon Jolin-Barrette, sera chargé de rédiger une constitution pour le Québec. C'est ce qu'a affirmé François Legault lors de la rentrée parlementaire mardi. Étienne Meunier, avec cette constitution, Legault souhaite miser sur la laïcité, l'égalité homme-femme et l'intégration des immigrants? En effet, c'est un projet très symbolique, mais qui va dans la lignée de la Coalition Avenir Québec, qui est l'affirmation nationale, et il se base en fait sur ces enjeux. Et d'ailleurs, le rapport du comité pro-Rousseau, un comité qui avait été créé par la CAQ en juin dernier, a remis le rapport qui mentionne justement qu'il faudrait que la Constitution se base sur 3 lois qui font l'affaire de la coalition. D'abord, la première, c'est la Charte des droits et libertés. Ensuite, on a la Charte de la langue française. Et puis, pour finir, la loi caquiste, la loi sur la laïcité. Alors, d'après le professeur de l'Université de Sherbrooke spécialisé en droit constitutionnel Dave Guénette, eh bien, c'est là que commence la joute politique, puisque, en fait, c'est un travail partisan de créer cette Constitution. Et puis, dans les 3 lois mentionnées plus tôt, eh bien, il y a la loi 96 et la loi 21 qui sont loin de faire l'unanimité. Alors, c'est là que chaque parti vont tirer la couverture de leur côté. On peut entendre justement le professeur Guénette à ce sujet. Il y a des choix à faire. Une constitution, ça se doit d'être rassembleur. Donc, on ne veut pas d'une constitution québécoise à saveur politique. Et puis, je me suis entretenu avec un des 2 coprésidents, justement, du comité pro-Rousseau, alors Maître Rousseau, pour parler de la partisanerie, comment faire avancer cette constitution. Et puis, selon lui, bien, il croit que ça va fonctionner, puisqu'en fait, les 3 lois qui seraient la base de cette constitution sont en fait issues des 3 partis ayant gouverné historiquement au Québec, alors libéral, caquiste ou encore péquiste. Mais ce qui serait important aussi, selon le professeur, encore une fois, de l'Université de Sherbrooke, M. Guénette, eh bien, c'est la capacité de la Constitution d'être modifiée dans les années à venir. Alors, ça va être un enjeu important pour savoir quand les prochains gouvernements vont rentrer au pouvoir, eh bien, qu'ils adhèrent avec la Constitution déjà créée ou pour eux qu'il soit facile de la modifier ou plus exigeant. Ça va être des enjeux à déterminer lors de la rédaction. On prend par exemple la loi 21 qui a été prise cette semaine en charge par la Cour suprême du Canada et s'il adviendrait qu'elle soit invalide, eh bien, il faudrait savoir s'il faut toujours appliquer des clauses de dérogation ou si encore, si un parti voudrait retirer cette loi 21 de la Constitution québécoise. Alors, c'est à voir à quel point il est facile de modifier la Constitution dans les années à venir. Et justement, M. Guénette avait plus de spécifications à ce sujet. Quelles sont les exigences qu'on va mettre pour qu'un prochain Parlement, après de prochaines élections, puis le gouvernement peut être formé par un autre parti politique, bien, quelles seront les exigences à remplir pour que ce nouveau Parlement-là puisse modifier la Constitution? Quand on entend Constitution québécoise, on pense aussi à souveraineté. Et là, il y a 2 écoles de pensée. Certains pensent que plus d'autonomie, c'est un pas vers la souveraineté, alors que d'autres pensent que plus d'autonomie, eh bien, on a plus de confort de rester dans le Canada. Merci, Étienne. Un autre complice du criminel Al Boivin a été arrêté hier soir. L'arrestation a eu lieu dans une résidence de la rue Saint-Dominique à Jonquière. Selon les informations de la Sûreté du Québec, Marc Cossette, qui était recherché depuis l'été dernier, possède des antécédents pour violences conjugales et voies de fait. L'homme est également accusé de trafic de stupéfiants. Le Centre de santé régional et l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont organisé une journée d'activité en collaboration avec Saguenay en neige. L'objectif est de permettre à la clientèle en déficience physique, intellectuelle ou ayant un trouble du spectre de l'autisme de créer des sculptures. Jasmin Laberge s'est rendu au parc Rivière-aux-Sables.
Jasmin, quelle était l'ambiance sur place? L'ambiance était tout simplement parfaite, Thierry. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les personnes qui organisaient et qui participaient à cette activité étaient tous souriants. Il faut noter également qu'ils ont réussi à construire de nombreuses images à la suite de 120 minutes. Moi, c'est ma première expérience, puis j'espère que je pourrai en faire les autres années. Wow. Vous, est-ce que c'est votre première expérience? Non, moi, c'est ma deuxième. C'est votre deuxième? Moi, c'est ma deuxième. Est-ce que tu avais aimé ça l'année dernière? Oui. J'imagine que tu vas vouloir revenir l'année prochaine? Oui. Quand c'est l'occasion, ben, je suis capable de venir. Des artistes sculpteurs étaient également présents pour aider les intervenants et les participants à construire leurs chefs-d'œuvre. Jasmin, quelle est la plus grande fierté des organisateurs de cet événement? Les organisateurs étaient particulièrement fiers, Thierry, de l'effort que les participants mettent pour construire leurs différentes sculptures. Je me suis d'ailleurs entretenu avec le spécialiste en mobilité au CIUS, Marc Bouliane, et avec la directrice de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Manon Blackburn. Vous pouvez les entendre à ce sujet. Bien, c'est d'entendre les gens jouer autour des sculptures, de travailler ensemble, de s'échanger. Puis il y a des gens qui vont garder un contact. Parce que souvent, les personnes sont seules dans leur coin, à la maison, par exemple. Bien, nous, on est fiers d'eux parce que ça fait, dans le fond, 3 ans qu'ils sont sur le plateau de travail. Puis de ce qu'ils ont réalisé, c'est incroyable. Les participants étaient tous très heureux de participer à cette activité. Et certains organisateurs, certains participants ont réussi à mettre de l'avant un masque, un éléphant et même une coupe Stanley. C'était vraiment impressionnant de voir qu'en moins de 2 heures, ils ont réussi à mettre de l'avant ces différentes images. Merci, Jasmin. La FTQ Construction a dépensé des centaines de dollars dans l'achat d'alcool pour ses employés. Selon les informations obtenues par le bureau d'enquête du Journal de Montréal, la centrale syndicale a dépensé plusieurs sommes dans les 3 chiffres dans différents dépanneurs et succursales de la SAQ. Ces dépenses ont notamment été réalisées lors de la dernière célébration des dernières vacances d'été et pour un dîner à Québec. Nous allons en pause. 70 étudiants internationaux de l'Université du Québec à Chicoutimi ont dû se désinscrire de la session actuelle en raison de l'augmentation des frais de scolarité en vigueur depuis l'automne dernier. Bien que la date de paiement ait été repoussée, certains d'entre eux n'ont pas trouvé l'argent nécessaire pour payer les frais à temps. Jérémy Corriveau, plusieurs étudiants internationaux trouvent d'ailleurs la situation injuste. Oui, c'est évidemment une situation qui les frustre et qui les inquiète. Selon l'Association des étudiants internationaux, une session pour eux coûte maintenant 14 000 $, ce qui est une augmentation de 25 comparativement au début de l'année. La situation est plus difficile actuellement car ils doivent effectuer plus d'heures de travail afin de payer cette somme tout en étant capables de rester concentrés sur leurs études. Et ça, c'est sans compter les dépenses comme le logement, l'épicerie et bien d'autres. J'ai parlé à quelques étudiants internationaux de l'UQAC et ils m'ont raconté que vivre ici est une tâche beaucoup plus complexe. Déjà, c'est un point déjà qui nous déstabilise moralement parce que si déjà tu dois aller à ta job, tu dois apprendre, tu dois valider les matières pour d'abord conserver ton statut et encore il va falloir encore payer les droits de scolarité. Je pense que cela c'est vraiment un peu trop. Situation très désolante. C'est pas du tout facile avec le coût de la vie. C'est sûr qu'il y a une certaine injustice, là, si je comprends qu'ils n'ont pas eu le temps de voir ça arriver et que ça leur a été imposé. Je pense autant de pression comme ça, tu ne penses pas que tu vas pouvoir donner le rendement que l'école attend et que l'immigration attend. Jérémy, est-ce que le nombre d'inscriptions sera affecté? C'est clair. Déjà, avec les 70 étudiants désinscrits cette session, on se doute que le nombre d'inscriptions pour les étudiants internationaux sera en baisse pour les sessions à venir. Pour le moment, l'UQAC a reçu 80 % moins de demandes d'étudiants internationaux que les années précédentes. Cette énorme diminution s'explique par les nouvelles lois gouvernementales pour réduire le nombre d'étudiants étrangers à travers la province.
l'Association des étudiants de l'Université Majucac est en discussion avec l'université afin de trouver des solutions pour eux. C'est ça qu'on veut. On veut toujours pouvoir discuter avec eux, puis pouvoir échanger par rapport à ces enjeux-là, puis leur faire part aussi du contexte de vie, qu'est-ce que ça représente aussi pour les étudiants directement après. Mais tu sais, on est toujours en attente. Merci beaucoup, Jérémy. Au revoir. La campagne de dons et lumière de la Fondation Santé Jonquière a permis d'amasser près de 36 000 $. Cette somme ira à l'hôpital de Jonquière et servira à l'acquisition de matériel médical ayant pour but de faciliter l'installation de sondes d'intubation. Place à la météo maintenant et on retrouve Carla Spindler. Carla, faut-il s'habiller chaudement aujourd'hui? Et oui, il ne fallait pas oublier son écharpe ce matin. Actuellement, il fait moins 15 degrés à Jonquière et les températures n'ont pas prévu de baisser. Un avertissement de froid extrême a été émis par Environnement Canada dans la région du Saguenay samedi dernier. Pour rappel, le froid extrême affecte tout le monde. Des engelures peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée, donc il est très important de bien se couvrir. Concernant les prévisions météo, le ciel est assez voilé au Saguenay cet après-midi, mais il va se dégager en fin de soirée avec un vent fort venu de l'ouest qui devrait se déployer aux alentours de 17 h. Des rafales de vent de plus de 40 km/h sont attendues cette nuit et dans la journée de demain. Et bien entendu, ça va se ressentir sur les températures. La vague de froid va frapper ce soir et va faire descendre les températures très bas. Jusqu'à moins 26 degrés sont à prévoir cette nuit à Jonquière et Chicoutimi et moins 24 à la baie avec des refroidissements éoliens jusqu'à moins 38 attendus entre 4 h et 7 h du matin. Pour la journée de demain, le temps sera ensoleillé dans la région, mais le vent soufflera toujours. Côté température, le froid persiste jusqu'à moins 24 degrés à Jonquière et Chicoutimi et moins 25 à la baie avec des ressentis compris entre moins 31 et moins 21 degrés. Cette vague de froid continuera donc sur la fin de semaine. Alors pour ceux qui avaient prévu de mettre le nez dehors ou de planifier des activités en plein air dans les prochains jours, je vous conseille de ne pas oublier votre écharpe. Merci Carla. C'est ce qui conclut ce bulletin de la Pige en direct. Pour plus de nouvelles, vous pouvez consulter le site web de la Pige, en plus de notre page YouTube ainsi que notre compte TikTok. Bonne soirée à tous.